Bouillon, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors, nouvelle journée de manifestation hier contre le pass sanitaire, avec 20 000 manifestants de moins que la semaine dernière. Un mouvement qui faiblit de manière continue depuis le début de l'été. Moins de 142 000 personnes hier dans les rues contre plus de 250 000 début août. Alors, ne faut-il pas y voir le signe que votre message ne passe plus, que les Français valident à la fois le pass sanitaire et le vaccin, comme en attestent les sondages, et puis au-delà, que les anti-vax et les anti-pass ont tout faux. Et puis il reste qu'en cette rentrée 2021, la présidentielle agite tous les états-majors, à gauche, à droite, chez les écologistes, comme à l'extrême droite, où le cas Zemmour perturbe le jeu. Faut-il prendre la candidature Zemmour au sérieux et comment y répondre? Et pour commencer, Éric Dupond-Aignan, et je vous voyais un peu être interrogatif quant à ce que j'ai dit auparavant. Donc pour commencer, la crise sanitaire, plus de 72% des Français, soit près de 49 millions de citoyens et 86% de la population vaccinale ont reçu au moins une injection et que 65%, soit 45 millions d'entre eux, sont complètement vaccinés. Je suppose que vous êtes satisfait? Je ne confonds pas le pass sanitaire et le vaccin. Je voudrais qu'une bonne fois, on arrête de confondre. Dans les manifestations, il y a beaucoup de gens vaccinés. Car le pass sanitaire, c'est quoi? C'est laisser passer pour s'asseoir à une terrasse de restaurant, pour aller faire des soins dans un hôpital. C'est un laissez-passer bureaucratique, incompréhensible, incohérent. Dans le métro, il n'y en a pas. Qui existe dans d'autres pays. Mais peut-être, et qui a montré son efficacité. Non. Alors, si je peux vous répondre. Ouais. Parce que si vous me questionnez, non, mais parce que je voulais commencer par le vaccin et ensuite parler du pass sanitaire. Oui, mais moi je vous réponds, vous me posez une question. Je vous dis, s'il y a tant de manifestations, parce qu'on nous dit les chiffres, quand il y a 250 manifestations en France, avec des gens très différents de tous les milieux sociaux, de toutes origines, beaucoup de médecins, beaucoup de soignants, c'est pas par hasard, c'est que le pass sanitaire est une fausse protection sanitaire, parce que le vaccin peut atténuer des formes graves, je ne l'ai jamais nié, notamment pour les personnes âgées et les personnes fragiles, mais n'empêche pas la circulation du virus. Donc vous pouvez... Et le pass sanitaire empêche la circulation du virus. Non, le pass sanitaire empêche la circulation du virus. Non, c'est faux. Mais si c'est ce que disent les scientifiques. Comment vous pouvez vous opposer à ce que disent les scientifiques? Les scientifiques ont changé d'avis. La preuve, c'est que des pays ultra vaccinés, l'Islande, 90%, Gibraltar, 95%, Israël, ont un regain d'épidémie. La France, 86%. Donc, ont un regain d'épidémie. Donc, je voudrais qu'on prenne les choses avec bon sens. Moi, je suis hostile au pass sanitaire, car il est incohérent, il donne une fausse protection, il empêche des gestes barrières, et le ministre a été complètement inconscient en disant « si vous avez le pass sanitaire, vous pouvez faire n'importe quoi ». C'est faux. Et je demande que pour lutter contre le Covid, on ait une pluralité de solutions, dont le vaccin, mais pas que le vaccin, notamment pour les plus jeunes. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Alors on parle de traitement, mais j'en ai assez que l'on, caricature toujours les positions de ceux qui ont du bon sens et qui voient ce qui se passe dans le monde. Alors, ce qui se passe dans le monde, c'est justement ces vaccins pas sanitaires. Alors on se souvient en tout cas... Non, excusez-moi. Ouais. Non, excusez-moi. Ouais. Non, parce qu'on ne peut pas laisser dire des choses fausses. Le Danemark vient de lever toutes les restrictions. Il n'y a pas de pass sanitaire. Après avoir lancé le pass sanitaire dès le mois d'avril dernier. Oui, mais ils l'ont supprimé justement, ça ne marche pas. Et le gouvernement dit non, ils n'ont pas supprimé. Ça ne marche pas. Il était prévu que ça soit supprimé. Et le gouvernement vous dit 15 novembre, il n'y aura plus de pass sanitaire. Non, c'est pas vrai. Si l'épidémie a nettement reculé. Mais ça ne marche pas comme ça. Je voudrais être précis, parce que je crois que les auditeurs ont le devoir d'une réponse précise. Le pass sanitaire ne réduit en rien l'épidémie. Il n'est pas mis dans le métro, il n'est pas mis dans les restaurants d'entreprise, il n'est pas mis à domicile. Donc tout ça n'a aucun sens. Alors, le pass sanitaire est en train de casser notre économie. Ouais. Le MEDEF, c'est pas moi, le MEDEF a demandé sa suppression. La France a suffisamment de problèmes économiques. Avec une croissance qui monte, mais enfin on en parlera. Vous estimez que tout va bien en économie. Non, mais je n'estime pas du tout, moi je vous pose des questions. Les Français le voient malheureusement. Sur le Donc je pense qu'il est temps de relancer l'économie française. On va reparler du pass sanitaire parce que j'ai des questions précises à vous poser, et notamment à propos des manifestations. Sur le vaccin, on se souvient de vos déclarations, c'était en janvier, au début de la campagne vaccinale. Oui, à vous entendre à l'époque, vous n'imaginiez vraiment pas que 86% des Français vaccinables auraient reçu une première dose
7 mois après. Aujourd'hui, vous dites j'ai eu tort. Et est-ce que c'est la question que je vous pose, et est-ce que cette réussite de la campagne de vaccination, justement, ne donne pas de tort à ceux qui, comme vous, ont parlé de coup d'État sanitaire le 14 juillet dernier, et raison à Jean Castex, je le cite, c'était hier soir chez Ruquier, qui disait on se compare à tous les pays du monde, la France est plutôt dans une situation satisfaisante. Nos concitoyens le savent bien, dit le Premier ministre. Alors, deux choses. Ne mélangez pas tout encore une fois. J'ai parlé de coup d'État sanitaire suite aux déclarations du 12 juillet et ce pass sanitaire qui complique la vie des Français, qui est incohérent, je l'ai déjà dit. Je n'ai jamais parlé de coup d'État sanitaire sur la lutte contre l'épidémie. Deuxième point, sur le vaccin, je vous le dis comme je le pense. J'ai toujours dit que la vaccination devait être libre, à bon escient, sur les personnes fragiles, avec le médecin traitant, en fonction d'un rapport bénéfice-risque. Et je maintiens. Et je maintiens. Et si je peux finir au moins ma phrase. Oui, mais non, mais il y a une cohérence. Excusez-moi, Frédéric Aziza, moi je veux bien, mais. Non, mais parce que est-ce que je peux juste rappeler un raisonnement? Non, mais vous finissez un raisonnement. Est-ce que je peux finir mon raisonnement? Allez-y. Non, mais ça me paraît important. Ouais. En revanche, je maintiens que la vaccination généralisée, notamment aux moins de 40 ans, aux jeunes, est une aberration scientifique. C'est ce que disent les scientifiques de tous les pays du monde. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et on le voit en Israël. Aujourd'hui, regain d'épidémie comme jamais, troisième dose, quatrième dose. Et alors, on va expliquer pourquoi. Si Attendez, je peux... Non, mais c'est extraordinaire. Oui, mais on va expliquer pourquoi. Oui, Pourquoi regain d'épidémie? Parce qu'en Israël, la vaccination a commencé plus tôt que dans les autres pays. Et donc, comme pour toutes les épidémies, tous les virus, il faut un rappel. Voilà, c'est ça. Il faut un rappel. Alors, c'est ça l'explication. On va vacciner les gens tous les 3 mois. Non, là, non, parce qu'aujourd'hui, le professeur Cohen, israélien, le professeur Cohen, à David Pujadas, la semaine dernière, parce qu'il faut dire la vérité aux Français, il faut arrêter de raconter n'importe quoi sur le vaccin. Le professeur Cohen a dit, en direct d'Israël, il a dit à David Pujadas, et oui, on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce vaccin ARN, on débute, et on s'aperçoit, ce qui est quand même très embêtant, on s'aperçoit que, 1, la durée de validité est très faible, et 2, on commence à s'inquiéter sur des effets d'accélération de l'épidémie à cause du vaccin. J'ai pas entendu ça, mais bon. Je maintiens. Parce que est-ce qu'on peut, dans ce pays, avoir une position modérée? Ni l'un ni l'autre. Je maintiens que la vaccination, à mon avis, doit être conduite en fonction d'un bénéfice-risque. Une personne âgée, fragile, diabétique, en surpoids, qui a un risque de mourir du Covid, le vaccin est une bonne chose. En revanche, que l'on vaccine des jeunes qui ont un système immunitaire qui leur permet d'affronter le Covid et qui ne meurent pas du Covid, je pense que le risque est supérieur au bénéfice. Et je maintiens, et vous verrez que l'histoire me donnera raison, je maintiens que face à l'épidémie du Covid, il y a le vaccin, mais il y a aussi les soins précoces qui ont été abandonnés dans notre pays. Si vous parlez des soins d'Éric Raoult, de Didier Raoult, parle des soins, ça n'a pas fonctionné. Mais bien sûr, ça a été démenti c'est totalement faux. Il y a eu des centaines d'études. Non, c'est faux. Et l'ivermectine, les soins sont utilisés dans beaucoup de pays. C'est faux, monsieur. Pris de manière précoce, ils ont permis de sauver des milliers de vies. C'est une fake news. C'est pas une fake news du tout. Et je demande ce que vous dites à ceux, moi je le maintiens. J'ai complètement vrai. Son traitement est un faux traitement. Il a sauvé des milliers de vies. C'est faux. Il le fait dans beaucoup de pays. L'ivermectine, qui n'est pas le traitement du docteur Raoult, l'azithromycine, qui est un antibiotique utilisé par tous les pneumologues depuis des années, montre que l'on peut soigner les gens, éviter de les envoyer en réanimation. Et encore une fois, est-ce qu'on peut dans ce pays avoir une palette de solutions? Je pense notamment, dernier point, ce que j'ai demandé au gouvernement, les purificateurs d'air. L'Allemagne en a installé dans toutes ses écoles, la France l'a toujours pas fait. Purificateurs d'air qui évitent les transmissions, notamment pour les enfants. Bref, est-ce qu'on peut dans notre pays arrêter avec cette espèce, d'oukase, d'ailleurs qui change tout le temps, parce que les ministres se sont contredits tous les 15 jours. Moi, j'ai recommandé depuis le début, précaution, j'ai recommandé test, séquençage, contrôle aux frontières,
J'ai recommandé les soins précoces qui marchent dans beaucoup de pays, notamment l'ivermectine et l'hydroxychloroquine. Non, Si c'est pris ça précocement, ne fonctionne pas. c'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas, C'est ça pas ne vrai. guérit On n'est pas pas du d'accord. virus. Non, c'est pas, on Il n'est pas suffit d'aller d'accord. voir les Les études randomisées. scientifiques vous disent le contraire. Les scientifiques lesquels? Vous On êtes écoute médecin, toujours les mêmes. vous êtes médecin, Non, monsieur mais j'écoute Dupont-Aignan. beaucoup de scientifiques. Non, ils disent le contraire. Ils disent partout. l'inverse. Et ils disent que vous mentez. C'est extraordinaire. Bah, c'est Ils disent que vous mentez, Certains scientifiques. que vous dites n'importe Bon, quoi. payés par des laboratoires pharmaceutiques. Oui, mais enfin bon, Voilà. écoutez, et vous êtes payé par quoi, je ne sais pas. Je Ouais. maintiens ce que je dis. Ouais. Je ne changerai pas d'avis. J'estime que si on avait suivi les propositions qu'on a faites depuis le début, on aurait eu beaucoup moins de morts en France, beaucoup moins, comme dans beaucoup de pays. Il n'est pas normal que dans beaucoup de pays, il y ait 10 fois moins de morts par habitant qu'en France. Je pense qu'avec ce qu'on a proposé, et je n'ai pas encore évoqué les lits d'hospitalisation, qui sont toujours supprimés dans notre pays, on continue à supprimer des lits d'hospitalisation, ce qui est une pure folie, non pas seulement pour le Covid, mais aussi pour... mais je finis ma phrase. Allez-y. Mais aussi pour le soin des cancers. Nous avons un problème d'engorgement de nos hôpitaux qui est extrêmement grave. Ce n'est pas traité. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment sur cette affaire, c'est qu'on arrête de caricaturer mes positions, qu'on laisse la liberté de penser encore dans ce pays, car on verra à la fin qui aura raison. Mais encore Pour une l'instant, fois, les évitons de faits mettre montrent tous que les vous avez œufs dans tort. les paniers. Pour le moment, C'est ce que vous pensez. Ah ben, Mais il y a c'est beaucoup de c'est Français ce que j'entends qui... des scientifiques. Bah, Et les Français, scientifiques. il n'y a Monsieur pas Aziza, 67 millions Monsieur Aziza, de médecins en France. Hein. Est-ce que les scientifiques, franchement, Ouais. répondez-moi en conscience, Mhm. est-ce que tous les scientifiques ont dit tous la même chose tout le temps? Ben, écoutez, vous savez, Non, mais une je vous pose évolution. une question. Si tous les médecins Est-ce vous que disent. tous les scientifiques ont dit la Non, même chose tout le temps? ça a évolué. Franchement. Mais ça a évolué. Pourquoi? Parce que cette Ça a évolué, épidémie. mais ils n'ont pas dit la même Attendez, chose, je cette crois. épidémie a évolué avec le temps. bien sûr. Hein, c'est une épidémie que l'on connaît depuis à peine 2 ans, vous le savez bien. Et donc, il a fallu apprendre, il a fallu étudier, et Bien il a sûr. fallu. Mais tous les médecins ne disent pas la même chose. Mais Arrêtez de faire aujourd'hui- croire aux aujourd'hui- Français que 4 médecins de plateau télévision de soutien du gouvernement représentent la science. Vous considérez Il y a- que les plus hautes il y a- autorités de Je santé considère que le sont des professeur soutiens du Raoult, gouvernement, ouais. je considère que le professeur Raoult a été viré de manière scandaleuse, alors que c'est un des plus grands scientifiques mondiaux et des plus compétents sur ce domaine, et je trouve ça dommage. Alors, on poursuit. Et c'est pas pour polémiquer Mais avec vous, mais je vous pose des j'aimerais qu'on questions. parle aussi autre chose que du Covid, parce que notre pays est en train de mourir économiquement, Ouais. notre pays est en danger d'offensives terroristes, Mhm. le niveau de l'école baisse tous les ans, il y a une élection présidentielle dans 7 On mois, va en parler. et je crois que, comment dire, les enjeux du pays sont tels Mhm. que se concentrer uniquement sur le Covid, alors qu'il y a beaucoup malheureusement de Français qui meurent d'autre chose, et dont on ne parle pas, me paraît quand même Vous dites. un peu excessif. Alors, je vous Et je pense qu'il y a une manipulation générale Mhm. politico-médiatique pour étouffer les Français avec cette affaire de Covid, que je prends au sérieux, que j'ai toujours pris au sérieux, mais ce n'est pas le seul enjeu du pays Vous dites, aujourd'hui. alors vous dites qu'il faut arrêter de parler du Covid. Non, il ne faut mais- pas que parler du Ouais, Covid. mais vous manifestez tous les samedis. Mais Donc- j'ai donc, le droit vous de mettez le manifester. Covid Cher au premier rang Frédéric Aziza. de vos préoccupations Cher Frédéric et a Aziza. priori des préoccupations des Français. cher Frédéric Aziza, Et donc on va Il y parler a d'autre chose de toute manière. des Français qui ne vont plus à l'hôpital se soigner à cause du pass sanitaire. Il y a des Français, des enfants Je qui ne vont suis être pas privés sûr que ce soit d'activités vrai. sportives. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Eh bien, je pense que c'est suffisamment grave. Et on peut être Je ne suis pas vacciné sûr que ce soit et vrai. être contre le pass Covid, parce que je vous rappelle, et je finis Ouais. là-dessus, Ouais. que quand vous n'aurez pas mis votre 3e dose, puis votre 4e, puis votre 5e, on vous retirera la liberté de circulation. Alors par rapport et aux ça, deux- ça me paraît grave par- dans une démocratie. Je suis pas sûr. Et heureusement, il y a des C'est- États c'est pas- américains ouais. qui refusent le pass sanitaire, Alors, c'est notamment parce la qu'il est- Floride. Alors justement, par rapport au rappel, donc les services Ah, on de va revenir sur le Covid. non, les services c'est l'actualité aussi. Et puis vous en avez beaucoup parlé depuis 1 an et demi pratiquement. Mais je ne parle pas que du Covid. Mais on va parler d'autre chose. Les services de Très santé bien. des plus grandes démocraties disent qu'il faudra des rappels. C'est vrai, je l'atteste et je vous donne raison à ce sujet. Mais pourquoi refuser de faire avec le coronavirus ce que l'on fait depuis dizaines d'années avec les autres? Il y a notamment des rappels de la grippe, et pour la grippe dont personne ne s'offusque. Mais attendez, je n'ai jamais été hostile à la liberté vaccinale et la grippe. Mais ça veut dire... On se vaccine pas obligatoirement. Nous n'avons aucun recul sur ce vaccin C'est pas vrai. ARN. C'est pas vrai. 4 C'est milliards, totalement 4 manipulé. milliards de, Ah bah oui, mais de- combien de de temps, personnes cher Frédéric Aziza, dans le monde ont ça été fait combien de vaccinées. temps? Ça fait 1 an et demi. Oui. Le vaccin contre la dengue de Sanofi aux Philippines qui a été retiré non, au bout pardon, de pas 18 un an et mois. Il a été retiré au bout de 18 mois. Donc, je crois que prudence. En revanche, pour sauver des vies, oui, le vaccin, mais pour des jeunes qui sont en bonne santé, qui ne risquent rien du Covid, je dis casse-cou.
Principe de précaution, voilà ce que je demande, un peu de bon sens. Mais vous savez, par rapport on va parler Je ne changerai pas de position parce qu'elle est étayée. Maintenant, laissons les choses aller. Les Français sont adultes. Ils ont le droit dans une démocratie d'avoir des avis divergents. Il y a des scientifiques qui ont des avis différents. Il est quand même normal qu'un homme politique puisse émettre un avis. Bien entendu, c'est pour ça que je vous ai invité Voilà. ici. Alors, par rapport à la crise sanitaire, à ce que vous venez de dire, et puis également aux manifestations d'hier, c'est Jean Castex qui en a parlé hier soir sur France 2. Je vais citer ce que dit le Premier ministre. On a le droit de manifester, c'est exactement ce que vous dites, d'être contre le vaccin ou contre le pass sanitaire, c'est exactement ce que vous dites. Et il ajoute, mais on n'a pas le droit de tenir des propos antisémites parce qu'on est on est anti-vax ou parce qu'on est anti-vax, de mettre le feu à un centre de vaccination ou de faire de fausses réservations dans un centre de vaccination au risque de périmer des doses de vaccin, alors qu'il y a des pays pauvres qui manquent de doses. Vous êtes d'accord avec ce que dit le Premier ministre ? Bien évidemment. Enfin, écoutez, Frédéric Aziza, on me connaît, toujours condamné tout antisémitisme et jamais approuvé la moindre violence. Et encore une fois, je ne suis pas anti-vax. Donc tout ça, ça fait partie d'une manipulation du gouvernement pour discréditer un mouvement de gens sincères. Et si vous veniez voir les manifestations et les gens qui adhèrent à des manifestations, j'ai rencontré hier des médecins de très grand niveau, j'ai rencontré des policiers, des pompiers, des sages-femmes, des universitaires. Donc il faut arrêter. Qu'il y ait des brebis galeuses et des gens qu'il faut immédiatement virer et être une férocité à leur égard parce que c'est inacceptable, il y en a partout, dans toutes les manifestations, il faut être vraiment intraitable. Très bien. Mais de grâce, qu'on arrête tout ça. 142 qu'on arrête de diviser les Français. 142 000 manifestants hier. Beaucoup plus, c'est mais ça fait partie de la propagande. Par rapport aux 50 millions de Français vaccinés. Mais ça fait... Mais vous croyez qu'il y a 250 manifestations tous les samedis en plein mois d'août par hasard ? Vous savez, moi je crois qu'on peut réconcilier les Français contre la crise sanitaire. On peut vacciner ceux qui en ont besoin. On peut soigner ceux qui doivent être soignés. On peut augmenter les lits. On peut contrôler nos frontières pour éviter les variants. Jean Castex parlait des doses dans le... Qu'est-ce que dit l'OMS ? L'OMS dit pas de troisième dose dans les pays occidentaux parce qu'il faut d'abord donner la première dose pour les plus fragiles dans les pays pauvres parce que sinon, un autre variant va revenir. Donc, est-ce qu'on peut à un moment sortir de la bande dessinée, le bon, le méchant, le vrai, le faux, un peu de décence. Le pass sanitaire, c'est un progrès qui est accepté par une large majorité des professionnels et nos concitoyens. C'est une bonne chose. C'est ce que vous répondez d'ailleurs par Mais je réponds que c'est une mesure complètement bureaucratique, de contrôle social inacceptable, absurde. Quand je vois que des policiers et des gendarmes, et si on peut parler des autres sujets du pays, des policiers et des gendarmes perdent leur temps à contrôler des passes sanitaires qui ne servent à rien. Vous savez que c'est très rapide quand on va dans un restaurant. J'ai vu. De contrôler un pass sanitaire, c'est 3 secondes. Alors qu'il y a des trafiquants de drogue aux portes des restaurants, je veux dire que j'ai vu une situation ahurissante dans une banlieue. Les gendarmes et les policiers sont là pour contrôler les passes sanitaires inutiles. Et les trafiquants de drogue les narguent en face parce qu'ils n'ont pas le temps de tout faire. Faut arrêter. Est-ce que dans notre pays on peut relever les vrais défis vraiment? Enfin, non, mais on peut parler maintenant des problèmes du Attendez, pays. j'ai quelques questions à vous poser précises parce que cette crise dure depuis assez longtemps et on en parle beaucoup en cette rentrée 2021. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous faites quand vous allez au restaurant, au théâtre, au cinéma? Est-ce que vous présentez votre pass sanitaire? Écoutez, pour l'instant, j'évite. Voilà. Vous évitez quoi? Écoutez, je mène ma vie comme je veux, mais ça n'a aucune importance. Non, mais vous évitez de sortir? Écoutez, c'est pourquoi d'ailleurs le MEDEF réclame, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de se faire un test et qui réduisent leur sortie, ce qui est absurde. Le pays a besoin de reprendre vie. Oui, alors... D'ailleurs, il y a une chose que je ne comprends pas. Si le vaccin est si efficace, je m'en réjouis, et qu'il y a 80% de Français vaccinés. Alors pourquoi on ne lève pas les restrictions? Non, mais, parce qu'on n'a pas atteint l'immunité collective. Mais on ne l'atteint jamais, puisqu'on sait aujourd'hui que le virus, même si vous êtes vacciné, circule. C'est la preuve d'Israël. Donc, est-ce qu'on peut arrêter de manipuler les Français? Est-ce qu'on peut maintenant parler des choses du pays? S'il y a une chose à faire en matière sanitaire, soigner précocement les gens et augmenter le nombre de lits. Vous dites j'évite d'aller préparer la suite. Vous dites j'évite d'aller au restaurant, au cinéma ou au théâtre. Ça veut dire que vous n'êtes pas vacciné? Ça ne vous regarde pas. Non, mais c'est une question que je vous pose. Mais moi, c'est le secret médical. Non, mais c'est aussi... J'en ai assez de l'inquisition médicale. C'est pas une inquisition. Si.
Bah, écoutez, Est-ce que vous êtes moi, séropositif? moi, Est-ce que je vous avez suis du pas diabète? Quel est votre taux de cholestérol? Non, mais ça suffit. Je suis pas séropositif. Je me suis fait Mais vacciner. vous n'avez pas à le dire. La vie privée, est-ce que dans notre société, ça concerne c'est tout le un monde. changement? Non. Ça concerne Non. tout le monde. Un vacciné, cher monsieur Aziza, peut transmettre le virus exactement comme un autre. À partir du moment où vous refusez la vaccination, vous pouvez contaminer d'autres personnes. C'est pas vrai, puisque les vaccinés contaminent. Et donc c'est totalement faux. Donc non vacciné, vous considérez que vous ne pouvez pas contaminer les autres. Pas plus que les autres. Et donc vous n'êtes pas vacciné. Ça ne vous regarde pas. Mais ça m'intéresse. Eh bien, ça vous intéresse, mais ça ne vous regarde pas. Et quand maintenant, allez-vous cher vous faire monsieur vacciner? Aziza, Ouais. j'estime qu'on est en train de franchir un pas. Le secret médical est quelque chose auquel les Français tiennent. Et moi, je le défends. Et je ne change pas de position comme une girouette. Mais le secret médical est important pour les Français. Donc ça veut dire, si vous étiez vacciné, est-ce que vous le diriez? Non. Non? Non, pas plus. Pas plus. Donc vous n'êtes pas vacciné. Vous n'en savez rien. Bah, vous dites pas plus, ça veut dire que vous n'êtes pas vacciné. C'est intéressant pour les Français? Bah oui, c'est intéressant, Ah bon. puisque vous voulez accéder aux plus hautes fonctions du pays. Donc c'est intéressant de savoir quel est votre point de vue là-dessus. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire? je crois qu'on le connaît. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Mon point de vue, je crois qu'on le connaît. Alors, on revient aux manifestations d'hier. Le mot liberté. Ah, c'est reparti. Le mot liberté était sur toutes les lèvres et sur beaucoup de pancartes. Liberté, pourquoi? Liberté dans une démocratie de circuler sans avoir à passer, montrer un laissez-passer. Voilà. Liberté d'aller prendre une glace dans une terrasse de café où il n'y a aucun risque. Sans le montrer risque, c'est que le virus circule quand dans les restaurants. Bon, mais on ne va pas passer la journée là-dessus. Tout le monde sait que le virus circule de toute façon. D'accord. Et pour éradiquer le Covid, comme assure le faire le gouvernement à travers la campagne de vaccination, c'est la liberté pour ça ou la liberté de mourir et de laisser mourir les populations à risque. Arrêtez ce chantage. Non, mais c'est une question. On peut être anti-pass et vacciné. Il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, qui ont très bien compris qu'il n'y avait pas besoin d'un pass sanitaire. D'ailleurs, il n'est pas utilisé dans le métro, dans les restaurants d'entreprise. Il est utilisé à la terrasse d'un café où il n'y a aucun risque. Des gamins qui vont faire un match de foot en extérieur vont devoir montrer un QR code. Cette société de la surveillance, de la dérive numérique est extrêmement dangereuse. C'est un changement civilisationnel. Et j'aimerais que les auditeurs comprennent ce qui est en train de se passer. Vous l'avez bien expliqué. Et alors, jusqu'à quand allez-vous manifester le samedi? Mais j'en sais rien, on verra. En tout cas, il y a des élections. Moi, je défends un projet politique. Je suis candidat à la présidence de la République sur un projet sérieux. Et je présente ce projet, notamment un projet de santé publique, sur la prévention, sur l'hospitalisation, sur les soins. Je pense que notre pays a besoin d'une révolution en matière de santé publique. On manque de médecins. Ça, c'est autre chose. Vous savez que dans notre pays, pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo, il faut parfois attendre 18 mois dans certains coins. En tout cas, au moins 6 mois. Vous me direz où? Parce que c'est pas... Au moins 6 mois. C'est pas proche pour les gens qui n'ont pas de voiture, dans des petits départements ruraux. Comment ils font pour se soigner? Aujourd'hui, il n'y a plus de médecins dans quantité de coins de France. Comment on fait? C'est pour ça que les études médicales tout n'est pas qu'à Paris ou sur la Côte d'Azur. Bien sûr. Ce que j'aimerais, c'est qu'on n'ait pas un recul de la santé publique. On a tellement réduit les lits de réanimation. Un département comme la Nièvre, où j'ai été. Vous savez combien il y a de lits de réanimation dans la Nièvre? Allez-y, dites-le-moi. 6. 6. Vous avez un accident d'auto à 50 km de Nevers, vous faites comment? Alors on nous a dit, oui, il y aura un hélicoptère, mais l'hélicoptère, il ne marche pas la nuit. Aujourd'hui, on dit les services de réanimation sont saturés. Quand il y a 6 lits, alors qu'il y en avait beaucoup plus avant. On a détruit la médecine en France. On a détruit l'hôpital. Tous les gouvernements successifs, plus de 100 000 lits supprimés. Et ça continue avec M. Véran qui va supprimer des lits à Paris, là, avec la fusion des 2 hôpitaux du nord de Paris, qui supprime des lits dans toutes les régions de France. Alors, moi, j'aimerais qu'il y ait une vraie politique de santé publique. Et ça me paraît important. Notamment la lutte contre le cancer, qui fait des milliers de morts chaque année. Je poursuis. Alzheimer, les scléroses en plaques, enfin, il y a toute une série de maladies, Parkinson. On ne parle que du Covid depuis un moment. On ne parle pas que du Covid, vous aussi vous en parlez beaucoup. Et je suis désolé. Mais je vous parle d'autre chose. Je souhaite qu'on présente aux Français et qu'on arrête de les étourdir avec des polémiques totalement dérisoires parce que personne n'en sait rien de ce qui va se passer. Et que l'on concentre quand même le débat public sur des choix majeurs qui vont impacter la vie des Français pendant 5 ans. Parce que l'enjeu,
C'est de savoir si on va réélire M. Macron 5 Mais ans on de va en plus. parler, attendez, je vous pose... Le temps passe, cher Frédéric il reste encore pratiquement 25 minutes. On a déjà passé 23 minutes sur... J'ai quelques autres questions à vous poser. Je reviens sur ce que vous disiez sur le pass sanitaire. S'il n'y avait pas le pass sanitaire, ce serait la fermeture complète de l'économie, des restaurants et des lieux de culture. Ce serait une bonne chose. Mais dans la plupart des pays, regardez aux États-Unis, il n'y a pas de pass sanitaire dans la plupart des États. Ça marche très bien. Et regardez en Angleterre, regardez au Danemark, regardez en Suède. Il y a plein de pays où la plupart des pays n'ont pas ce truc. Alors, absurde. Autre question. On ne va pas revenir 100 fois là-dessus. Non, bien entendu. Vous connaissez ma position, les Français peuvent juger. Voilà. On vous a vu tout l'été pratiquement manifester avec Florent Philippot. Non, pas tout l'été. J'ai été à 2 manifestations. Pratiquement. Et on vous a entendu beaucoup parler. Alors attendez, je vous pose la question. Ce qui a conduit Robert Ménard, qui a priori a été, en tout cas, ou a été l'un de vos compagnons de route, dire dans un livre qui va être publié le 13 septembre que vous êtes, avec Philippot et Asselineau, un complotiste à 2 balles. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous savez, dans ma vie politique, moi, je n'ai jamais attaqué les personnes. J'ai un débat, je ne réponds jamais aux attaques, jamais. Voilà, mais je crois qu'on me connaît suffisamment, j'ai toujours pris mes positions en conscience, à partir d'une réflexion politique. C'est la démocratie. Voilà, les attaques, les petites attaques m'indiffèrent totalement. Comment vous expliquez qui vous attaque comme ça Parce que peut-être que ma position le gêne, voilà, et qu'il y a beaucoup de ses soutiens qui me soutiennent. Et puis, vraiment, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est mon pays qui est en train de mourir sur pied et de disparaître. 2-3 autres questions. Et ça, c'est autrement plus important. Et après, on passe à autre chose, à la politique. Mais d'abord, 2-3 questions. Les complotistes, pour reprendre l'expression de Robert Ménard, il en existe. Il y en a le samedi dans les rues, qui disent notamment qu'avec le vaccin anti-Covid, on va nous injecter une nanopuce pour nous surveiller. Et c'est pour ça qu'il faut déployer la 5G. Est-ce que vous les approuvez ? Une partie significative d'internautes ou de manifestants au pass sanitaire apparaît comme le cache-sexe anti-vaccin. Est-ce qu'on peut aspirer aux plus hautes fonctions et remettre en cause, comme vous le faisiez tout à l'heure, le discours scientifique majoritaire ? Mais je ne remets... Il n'y a pas de discours scientifique majoritaire. Ah si ? Non. Ah si ? Et je maintiens, et l'histoire me donnera raison, que certains pays font fausse route. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que ce sont ceux qui ont le plus de morts par habitant. Et donc, et il suffit de regarder les statistiques. Donc, je ne vais pas en dire plus. Vous connaissez ma position. Le vaccin à bon escient, à partir d'un bénéfice-risque médecin traitant, des soins précoces pour éviter l'aggravation, des lits d'hospitalisation, l'immunité générale. Aucune campagne depuis 1 an sur la vitamine D en France, alors que Boris Johnson l'a fait en Angleterre et que c'est absolument vital pour réduire et renforcer l'immunité. Des choses sérieuses. Moi, je suis quelqu'un de sérieux. Alors, comme je ne suis pas dans la pensée officielle qui est en train d'amener un désastre sanitaire demain et un scandale d'État demain, on veut me salir. On veut vous salir. Eh bien, oui, on veut me salir. Ce que vous venez de faire, me faire passer pour un complotiste. Ah non, moi je pose des questions. Vous posez des questions. C'est Robert Ménard qui dit vous faites votre travail. Et je peux vous citer aussi quelqu'un d'autre. Olivier, attendez, vous dites on veut vous salir. Olivier Véran, c'était cité par le Canard enchaîné, et il a dit même après à la télévision, il dit que vous êtes avec Philippot des hyènes de la politique française. Mais parce que je suis en désaccord avec un ministre qui a dit tout et son contraire depuis 18 mois. Il a dit qu'il ne fallait pas porter de masque, après il a dit qu'il fallait en porter. Il a dit que les tests n'étaient pas utiles, après il a dit qu'il fallait en faire. Hyène de la vie politique française. Et alors ? Mais ça le dégrade. Mais vous savez, moi, je suis un homme sérieux, je travaille sérieusement. Leur agressivité, leur énervement montre qu'ils sont sans doute... ils ont sans doute très mauvaise conscience, parce qu'ils ont beaucoup de sang sur les mains. Alors, beaucoup de sang sur les mains ? C'est-à-dire c'est une nouvelle affaire du sang contaminé ? Ils auront beaucoup de sang sur les mains. Beaucoup de sang sur les mains, ça veut dire qu'ils ont tué des gens ? Écoutez, en tout cas, leurs décisions ont abouti à un des plus mauvais résultats pour la France du nombre de morts par habitant. C'est des criminels ? Olivier Véran, la justice le Emmanuel dira. Macron, la justice Édouard le dira. Philippe, Jean Castex ? La justice le dira. En tout cas, ils n'ont pas pris les décisions au bon moment. Des criminels ou pas ? Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Je dis que s'ils avaient pris des décisions comme dans d'autres pays, on n'en serait pas là. Mais ça veut dire que ce sont des criminels. Donc je pense que leur agressivité à mon égard, et à l'égard des scientifiques qui donnent une autre voie pour soigner, est la preuve d'une fébrilité et d'une mauvaise conscience. Qui sont ultra minoritaires, il y en a même pas 10. C'est votre choix. Autre question qui nous permet de parler d'autre chose. Jean Castex a assuré hier soir qu'il n'était pas dans l'esprit du gouvernement, de contrôler l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire comme l'avait proposé et annoncé le ministre de l'Éducation nationale. Vous approuvez qui ? Blanquer ou Castex ?
Je pense qu'il y a un vrai problème de fonctionnement de l'allocation de rentrée scolaire, mais en revanche, on ne va pas contrôler encore. On ne va pas encore mettre des brigades pour contrôler. C'est ce que dit Castex, oui. Bien évidemment, c'est absurde. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, c'est la relance de l'économie. Nos entreprises et nos PME sont devant un mur de dette. Un mur de dette. Il est urgent de leur donner une visibilité. Il est urgent de relancer l'économie française, ce qu'ont compris certains pays européens, ce qu'ont compris les États-Unis. Nous sommes encalminés dans cette espèce de délire sanitaire du gouvernement, de contrôle de tous par tous, qui bloque l'économie française. Donc j'aimerais qu'on regarde un peu ce qui se passe ailleurs et que l'on débloque l'économie. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire tout de suite transformer les prêts Covid en avance à très long terme, c'est-à-dire en prêt à 15-20 ans, c'est-à-dire en quasi-fonds propres. Donc pas de remboursement dans les 2, 3, 4 ou 5 ans. C'est vital. Sinon, nous aurons 1 million de chômeurs demain. Et qu'est-ce que vous dites de la situation économique française quand on nous dit la croissance va être à 6%, le nombre de chômeurs a baissé? On nous raconte n'importe quoi, comme d'habitude. On nous raconte n'importe quoi. Y compris les banques. On nous raconte n'importe quoi. Ouais. Vous ne croyez pas les statistiques officielles? Non, bien évidemment que quand vous partez d'une grande chute et qu'il y a une remontée, c'est positif, heureusement. Mais la remontée est nettement inférieure à celle d'autres pays. Et la remontée, si c'est une remontée de consommation, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut une remontée de production nationale. Sinon, nous allons regardez les chiffres du commerce extérieur, regardez les chiffres de l'emploi, regardez les chiffres des délocalisations dans les services avec le télétravail. Donc, quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est de produire français. Et je suis l'un des rares à avoir un plan produire français que je vais détailler pendant l'élection présidentielle pour que nos PME soient libérées des contraintes, libérées des charges, qu'elles puissent se relancer, investir en France. Car vous pouvez relancer la consommation, mais si c'est pour acheter étranger, eh bien, ça sera un drame pour le pays et pour l'emploi. C'est un peu ce que dit Arnaud Montebourg, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je me réjouis qu'on soit deux à le dire et reconnaissez que ça fait des années que tous les deux, on le dit chacun de notre bord politique. Vous réjouissez de son entrée en campagne ou pas? Oui, je pense que toute personne qui a des raisonnements dans ce moment de médiocrité collective politique sera positif. Médiocrité collective politique. Alors, dans oui, parce que quand vous voyez un président de la République qui souhaite la rentrée scolaire avec le portrait de 2 youtubeurs pour faire une petite blague, et qui en revanche salue Samuel Paty, qui a été décapité après, je pense que c'est indigne de sa fonction. Et je pense qu'il y a un abaissement de la fonction présidentielle, une espèce, comment dire, de dérive grotesque d'un pouvoir usé qui pense qu'il n'y a que l'image. On a vu la visite à Marseille. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite à Marseille? Le cirque. C'est-à-dire le cirque? Le cirque. C'est prendre les Français pour des imbéciles. C'est-à-dire que le pyromane... 1,5 milliard annoncé d'aide à Marseille. Rien. Rien. Mais ça veut rien dire. Est-ce que vous croyez qu'on va régler le problème du trafic de drogue encore en donnant de l'argent qui ne donne pas d'ailleurs, parce qu'il a réduit tous les budgets du logement social depuis 4 ans, en faisant semblant de donner de l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, ce serait de changer le ministre de la Justice. Pourquoi? De changer les lois pénales, de mettre en prison les délinquants, de supprimer les remises de peine, de construire les places de prison qu'il n'a pas construites. Enfin, ce qui est quand même extravagant, c'est que j'ai vu la télévision, la propagande là aussi. La propagande. On se serait cru dans un pays soviétique. Ah bon? La propagande générale de quelle chaîne? Toutes les chaînes? La plupart des chaînes. Alors, Emmanuel Macron vient en bras de chemise voir les policiers, les jeunes, distribue des milliards, tout est bien dans le plus beau des mondes. Mais qui est responsable des 72 morts par règlement de compte à Marseille pendant son mandat? C'est qui? C'est lui? Il a été aux affaires, je crois. Mais non, mais c'est dû à il quoi? n'est pas candidat. En quoi il est responsable? Parce qu'on n'a pas mis en place les mesures qui s'imposent et que je propose depuis des années, qui sont des mesures de construction de places de prison. Il en a construit 2000, alors il en avait promis 15 000. Les mesures de politique pénale, à chaque délit, un emprisonnement. Les mesures d'expulsion des délinquants étrangers, il y en a beaucoup à Marseille. Il n'a rien fait de tout cela. Et il vient parader sur les décombres de sa politique. Et les journalistes français applaudissent. Mais enfin, dans quel monde vivons-nous? Donc je crois que les Français vont devoir ouvrir les yeux rapidement, et ce sera l'objet du combat présidentiel. Moi, je parlerai des faits, c'est-à-dire, moi je regarde, vous savez, et je parlerai de faits incontestables. Là, il n'y a pas plusieurs scientifiques, il y a des faits. Les constructions de logements,
Monsieur Aziza, vous savez combien on a lancé de logements en 2017? Combien? 500 000 lancés. Autorisés, exactement. Autorisés. Mmh. Vous savez combien on en a autorisé en 2020? Combien? 380 000. Est-ce que c'est pas Donc parce ça que veut la dire, crise et est vous passée savez par de là? combien il a réduit les budgets du logement social en France? Combien? Considérable, plusieurs milliards Donc d'euros. ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir, Ah bah si j'arrive au pouvoir, je relance. Mais moi, je relance pas le logement social tel qu'il est. Je suis pour l'accession sociale à la propriété. Et je suis l'un des rares dans la vie politique française à avoir proposé un plan d'accession sociale à la propriété, car, comme Margaret Thatcher en Angleterre, qui avait considéré que c'est par l'accession sociale à la propriété qu'on change les comportements. donc on était Quand on devient propriétaire de son logement, on voilà. est responsable de son logement et de son avenir. Je veux une société de liberté Alors et comment de vous expliquez qu'on dit responsabilité. ça depuis des dizaines d'années et que ça s'est jamais fait? Mais parce que Ça là, ne il s'est y a pas jamais de volonté concrétisé. politique. Et vous avez été maire d'ailleurs, ça s'est jamais fait, notamment au niveau des municipalités. Ben, les municipalités, parce que nous n'avons pas l'outil pour le faire. Et justement, je le propose avec des systèmes de baux à 20 ans, 30 ans, qui permettent aux gens, au lieu de payer un loyer dans un HLM où l'argent se part dans le sable, je propose que l'argent qu'on paye en loyer serve pour les ménages modestes à devenir propriétaires de leur logement. C'est une révolution de la propriété individuelle. Comme je propose la suppression des droits de succession, 0 droit de succession pour les résidences principales. 0 droit de succession. 0 droit de Et donc, je succession crois pour la qu'aujourd'hui, c'est résidence 150 000 principale. euros. Voilà. Hein, c'est Je au-delà de ça. souhaite que tous les Français qui font des efforts pour économiser toute leur vie, pour s'acheter un petit pavillon, une petite maison, un appartement, puissent le léguer à leurs enfants. Ça, c'est une mesure révolutionnaire contre l'assistanat qui pourrit notre société. Alors, vous venez de dénoncer quelques-unes des mesures que vous voulez proposer aux Français. Dans l'actualité, Nicolas Dupont-Aignan, il y a le cas Zemmour, dont la candidature annoncée perturbe le jeu politique et agite les états-majors à droite, à la droite de la droite et à l'extrême droite. Je suppose que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour vous qu'il soit candidat dans la mesure où il pourrait réduire votre part de gâteau. Pas du tout. Ah bon? Vous vous trompez. Pourquoi? D'abord, Zemmour n'est pas candidat. Donc, quand il sera candidat, je répondrai. 2, plus il y aura des gens de talent dans cette élection présidentielle pour nous sortir de la médiocrité actuelle, mieux ce sera. Voilà. Et 3, entre nous, je pense que le problème, c'est plus pour Marine Le Pen et Zemmour qui sont sur la même ligne et qui devront se départager. Mais on ne sait pas si Zemmour sera candidat. Donc moi, je suis candidat comme gaulliste social, tout le monde me connaît. J'ai ma position, je la développe. Je suis absolument convaincu que le projet que je porte peut résoudre les problèmes du pays. Eh bien, je me présente devant les Français. Est-ce que en tout cas, à vous entendre, on se dit... Nicolas Dupont-Aignan, il considère que Zemmour, ça va être très compliqué pour lui d'avoir les 500 parrainages. Je n'en sais rien. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en sais rien. Je le pensais au début. Ouais. Maintenant, on verra. Qu'est-ce que vous je n'en sais début? rien. Ouais. Je pensais que ce serait pas facile peut-être pour lui, mais on verra. Peut-être que s'il remplace Marine Le Pen, il aura facilement ses signatures. Je ne sais pas. Vous je pensez qu'il peut remplacer Marine Le Pen? Je n'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un débat entre eux. Ça les regarde. Moi, je suis un candidat gaulliste, républicain. Je crois à ce que je défends depuis un certain nombre d'années. Je n'ai jamais changé de ligne et vous pouvez au moins le reconnaître. Je veux qu'on rétablisse l'ordre en France. Je veux qu'on produise français et que nos PME reprennent de la vigueur. Je veux qu'on développe de vrais services publics en zone rurale parce qu'il y a la moitié du territoire français en termes géographiques qui est complètement abandonné. Je veux qu'on ait une vraie politique éducative et de santé publique. Éducative, l'école de la République est dans un sombre état. J'estime que l'élévation du niveau de l'école est fondamentale pour l'avenir du pays, face à la Chine, aux pays asiatiques, qui, eux, font des efforts avec leurs gamins énormes et qui sont en train de devenir les leaders du monde. Bref, ça, ce sont des vrais enjeux, pardonnez-moi. Alors, vous concernant, est-ce que vous avez vos 500 signatures? Ça avance bien. Vous en êtes à combien? Ça ne vous regarde pas, mais ça avance bien. Et est-ce que vous avez le financement? Le financement pour votre campagne viendra par les Français qui me le donneront comme la dernière fois, parce que moi je compte sur le financement des Français. Et je suis avec, je crois, c'était Jean-Luc Mélenchon, nous étions en 2017 ceux qui avaient eu le plus de dons. Rappelez-nous quel était le budget de votre précédente campagne. Petite campagne, 1,5 million. 1,5 million. Donc on peut faire une campagne avec 1,5 million. Vous savez, faire une campagne avec 1,5 million et les autres aussi. Il y en a qui ont dépensé tellement d'argent et qui ont perdu des élections. J'aimerais avoir plus d'argent, mais j'ai au moins la liberté. Je ne dépends de personne. Alors revenons sur Zemmour et ses idées. D'abord, est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous parlez à Robert Ménard? Je ne suis pas là pour parler de Zemmour. Je vais vous poser des questions après. Moi, je vous parle de ma candidature. Est-ce que vous parlez à Robert Ménard? Est-ce que vous êtes prêt à dîner, peut-être avec Zemmour et Marine Le Pen, à Béziers autour de Robert Ménard? Vous avez entendu parler de ça? Ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Mais ça ne m'intéresse plus, cher Frédéric Aziza, toutes ces histoires.
Parce que je connais mon pays, Ouais. ma ville ailleurs, et puis beaucoup de coins de France. Mhm. Et je vois des gens qui n'ont pas de quoi manger, Mhm. pas de quoi aller dîner au restaurant, Mhm. qui n'ont plus de boulot. Je vois des artisans qui savent plus comment ils vont s'en sortir. Je vois des habitants des quartiers qui sont menacés par les trafiquants de drogue. Mhm. Alors, vous savez, les petites histoires de savoir qui dîne avec qui à Paris, je m'en fous complètement. Mais les petites histoires, on rappelle quand même, hein, petites histoires entre Zemmour et Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous l'aviez soutenue. Mais oui, vous comme beaucoup ont soutenu Emmanuel Macron. Vous l'auriez soutenu. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ont soutenu Emmanuel Macron avec le bilan qu'on Mais vous sait. dites Marine Le Pen, Emmanuel Macron, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Je dis que les Français, j'en suis convaincu, d'ailleurs, alors là pour le coup, les sondages avec 80% disent qu'ils ne veulent ni de l'un ni de l'autre. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que si la grande masse des abstentionnistes se mobilise, et je les appelle à se mobiliser, tout peut arriver. Tout peut arriver. Un immense bouleversement politique. Y compris vous, président de la République. Bien évidemment. Hein, bien évidemment. Tout peut arriver. Nicolas Dupont-Aignan, président de la République. Bien évidemment. Ouais. Et ben, vous croyez que je suis candidat pour quoi? Pour être président? Je ne suis pas candidat pour faire semblant. Mais quand vous dites ça, ça paraît pas sérieux. Pour vous, mais pas pour beaucoup de gens qui votent pour moi. Il y a déjà 2 millions de Français qui votent pour dans moi. le 5% dans le même sondage. Et vous savez ce qu'il y avait dans le sondage? Quand on interroge sur Zemmour. Oui, mais moi, je prends 5%. Et vous savez ce qui est marqué dans ce sondage? En bas, il y a marqué 11%. 11% sont certains d'aller voter et ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Donc tout est possible. 11%. Et on ne parle pas des abstentionnistes. Et entre nous, Frédéric Aziza, les médias nous ont rabâché des sondages pendant toutes les élections régionales. Ils se sont plantés à 10 points. Alors, vous savez, les sondages, je n'y crois pas un instant pour une raison simple. C'est que les sondages aujourd'hui sont faits sur les 50% qui votent. Et je crois que vu l'ampleur de la crise sanitaire, économique, sociale, je suis convaincu qu'il y a entre 10 et 20 millions de Français supplémentaires qui vont aller voter. Et ces Français là, combien de millions de peuvent tout voix changer. pour Nicolas Dupont-Aignan? On verra. Zemmour, une dernière question sur lui. Est-ce que vous considérez qu'il a les capacités de tenir le manche du pays, de conduire la France? Écoutez, puisque vous le connaissez bien. Je crois qu'il a... on verra. Écoutez, il Non, n'est mais pas il a les candidat pour capacités ou l'instant. pas? Écoutez, je ne suis pas là pour commenter Éric Zemmour. Il n'est pas candidat pour l'instant. Il n'est pas candidat, mais je vous pose quand même quelques C'est questions. aux Français. Vous lui poserez des questions, invitez-le. Et sur ces idées, est-ce que vous dites comme lui qu'en 2050, nous serons un pays, la France, à moitié islamique, et qu'en 2100, la France sera une république islamique? Ça correspond à ce que, quelque part, vous dites un peu. Donc, je ne formule pas comme cela. C'est quoi ce votre que je dis, vous le savez bien, c'est que tous les gouvernements successifs n'ont pas maîtrisé l'immigration, qu'on arrive à un point d'inflexion dangereux, et je crois qu'il faut agir sur deux choses: bloquer l'immigration, premier point; deuxième point, assimiler. Et ceux qui ne veulent pas s'assimiler, je vais même plus loin, je pense qu'ils doivent repartir. Voilà, c'est clair, net, précis, tout le monde connaît mes positions. Je pense qu'on peut le faire sans agressivité à l'égard de personne. Je pense qu'il y a urgence à agir, et j'ai un plan précis: suppression du droit du sol, suspension du regroupement familial, contrôle des frontières, suppression des aides sociales pendant 5 ans, c'est-à-dire que j'estime que tout étranger qui arrive en France devrait, comme à Singapour, ne pas dépendre du système de la sécurité sociale. Autre question. Les entreprises, je finis parce que ça me paraît très important. J'ai 3-4 questions. Eh ben, il fallait passer moins de temps sur le pass sanitaire. Les entreprises qui recrutent des étrangers devront payer une assistance, une sécurité sociale à part. Il n'y a aucune raison que nos concitoyens payent pour des étrangers qui arrivent. Question, Nicolas Dupont-Aignan. Dans ce contexte du lancement de son livre d'Éric Zemmour et de sa tournée pour aller parler aux Français, qui va annonçant a priori sa candidature, est-ce qu'il est normal qu'Éric Zemmour puisse continuer à avoir son émission tous les soirs sur CNews? Et ça vous concerne puisque vous n'avez pas une émission tous les soirs. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une émission de la même façon. Alors, mais moi je suis candidat, tout le monde le sait. Éric Zemmour, personne ne sait s'il sera candidat à la fin. Alors, second tour, Le Pen-Macron 2022, vous votez pour qui? Mais il n'y aura ni Le Pen ni Macron. En tout cas, je me battrai de toutes mes forces pour que les Français aient le choix, un autre choix. Et je suis convaincu que si nous voulons redresser le pays, il faut que les Français se mobilisent sur un autre choix. Et c'est pourquoi je suis candidat. Second tour, Macron-Pécresse ou Macron-Bertrand? Mais ça ne m'intéresse pas tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation à droite? Pareil, ça vous intéresse pas? Vous savez, que le meilleur gagne. Et puis après, on comparera les projets. Voilà. Vous savez, je crois que... Comment vous dire, pour conclure, je crois que vous, les journalistes parisiens, pardonnez-moi de vous le dire, bien sûr. Je vous recommande d'aller vous promener un peu en France. Et c'est peut-être ce qu'on fait. J'espère. Alors vous ne poseriez sans doute pas les mêmes questions si vous vous promeniez un peu plus en France à écouter les Français. Est-ce que vous êtes favorable à l'accueil de réfugiés afghans en France? Non.
Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que notre système de demande d'asile ne fonctionne Et les pas. Français, ils sont pourtant favorables. Mais ça m'est complètement égal. Moi, je Ouais. dis ce que je pense. Et les Français, ils peuvent changer d'avis. Moi, je dis aux Français, si le système d'asile marchait, oui, on pourrait, dans certaines mesures, faire fonctionner l'asile. Il ne marche pas puisque vous savez que 85% des demandes d'asile refusées ne sont pas expulsées en France. Donc pas question pour d'accueillir moi, ce serait une Il y en a folie. 10 000 par an qui sont Une accueillis folie déjà. actuellement. Une folie. Ouais. Une folie. Parce que va se glisser parmi eux, malheureusement, des terroristes. Alors, et je crois qu'on a eu, malheureusement, notre lot d'attentats terroristes dramatiques. Et je suis très inquiet avec le laxisme du gouvernement, son incapacité à contrôler les frontières, sa naïveté. Je suis très inquiet de ce qui peut se produire entre maintenant et les Dernière élections. question, justement. Qu'est-ce que vous attendez du procès des attentats du 13 novembre ? Ça débute mercredi. J'attends la plus grande sévérité. Voilà. Et puis j'attends malheureusement aussi que l'on prenne conscience du risque et qu'on arrête avec la politique actuelle qui, par exemple, libère des terroristes. On libère en 2020, 2021, des terroristes vont sortir de prison. Le Conseil constitutionnel qui est si peu regardant sur les mesures privatives de liberté pour les Français, honnête, a bloqué une loi qui permettait une surveillance des terroristes à leur sortie de prison. Donc, on est d'une naïveté effrayante. J'ai proposé 25 mesures concrètes. Vous savez, moi, j'essaye de proposer des choses On arrive concrètes. à la fin de l'émission. Est-ce que vous êtes fier d'être français, Nicolas Dupont-Aignan ? Bien sûr que je suis fier d'être français, mais je ne suis pas fier de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Merci en tout cas, Nicolas Dupont-Aignan, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi Merci à sur vous. Radio J. À dimanche prochain. Merci.